Est-ce qu'il y a des questions à l'un ou l'autre des intervenants? J'en vois une là-bas. Fénichel. Est-ce qu'il y a des... Attends. Non, on a... Alors effectivement, la concentration de 10-4 molaires, c'est une concentration qui est très importante. Bon, ça représente à peu près 100 fois ce qu'on peut rencontrer, puisque dans les travaux de Maine où ils dosent le MEHP dans le lait maternel, en fait, les concentrations sont très très variables, puisqu'on va de 10-9 molaires à 10-6 molaires. Donc effectivement, avec 10-4 molaires, c'est une concentration qui est importante. Ceci dit, je pense que on en a parlé aussi hier, on est quand même exposé à une multitude de perturbateurs endocriniens qui peuvent agir en synergie. Donc effectivement, cette concentration est importante, mais peut-être que on peut mettre le doigt sur quelque chose qui peut se produire avec des concentrations qui sont plus faibles dans l'organisme. D'autre part, il y a aussi un détail expérimental qui est important, c'est que en utilisant ce modèle de culture organotypique, l'équipe de Bernard Gégou a montré chez le rat qu'en fait, en utilisant des phtalates, il y avait seulement une petite proportion des phtalates qui pénétrait dans la gonade. Parce qu'en fait, les phtalates, ils ont tendance à s'accrocher au plastique. Donc, il est fort possible, et ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, qu'on doit réaliser. On doit doser la quantité de phtalates qui est réellement présente dans la gonade. Et il est fort possible que les concentrations réellement présentes sont beaucoup plus faibles que celles qu'on met dans nos puits de culture. Voilà. Sur des effets, sur des cellules germinales, bon, elles sont malignes, avec du bisphénol à des concentrations à 10-10 ou même 10-12 molaires. Donc on est vraiment très très loin. Ouais, mais peut-être votre explication de l'attachement des phtalates est peut-être une piste. Non, je peux confirmer ces données là, effectivement, Virginie a raison. Si ma mémoire est bonne, sur 10-4 molaires en culture organotypique, ce qui touche vraiment la gonade, c'est 10-9. L'équipe de Bernard a montré qu'il y en a sur le filtre qui sert à tenir la gonade à la surface du liquide. Il y en a sur les plastiques autour. Ils en ont dosé dans le milieu de culture. Donc en fait, c'est dispersé. Et finalement, sur une dose qui a priori semble extrêmement excessive, peu de matériel finalement touche la gonade et on voit un effet. Donc effectivement, les données méritent d'être recorrigées après quand vous mettez en place. C'est une précision intéressante et importante. Alors une question maintenant à Pierre Jouanet, peut-être plus pratique et plus proche de la clinique. Pierre, tu as montré très clairement que la vague néonatale, ce qu'on appelle la mini-puberté, et également la phase prépubertaire ou le début de la puberté, est très important pour multiplier les cellules de Sertoli. Et on sait que le nombre de cellules de Sertoli est déterminant dans la spermatogénèse à venir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut conseiller, et ça c'est une question que posent souvent les endocrinologues pédiatres ou les endocrinologues qui s'occupent des adolescents, est-ce qu'il faut conseiller dans toutes les atteintes de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc prépubertaire, de déclencher la puberté et de faire un priming avec des injections de FSH pour stimuler cette prolifération de cellules de Sertoli, puisque tu sais que le traitement le plus habituel qu'on pratique, c'est on androgénise, et par la suite, à l'âge adulte, quand il y a un désir de paternité, on fait une séquence HMG-HCG avec des résultats quand même très insuffisants. Commentaire. Je ne suis pas endocrinologue, donc j'ai du mal à répondre. Ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, à cette période initiale, on est capable de diagnostiquer les hypogonadotropes du fait des modifications hormonales qu'il y aurait dans la stimulation hypophysaire et dans la sécrétion hypophysaire. Et donc on peut effectivement s'interroger sur le fait de savoir si quand on détecte ça et que sans doute comme la conséquence sera qu'il y aura une moindre prolifération sertolienne, il ne faudrait pas agir aussi à
à ce stade-là. Mais j'ai moins d'expérience que toi dans ce domaine. Si j'avais... Bon, je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est la grande sensibilité potentielle de cette période, qui peut concerner des pathologies comme les hypogonadismes ou comme on l'a fait comme la cryptorchidie, mais qui peut-être pourrait concerner des développements de personnes normales. Quand le papier de l'équipe de Skekbeck et de Topari là, sur la croissance testiculaire en Finlande et au Danemark a été publié dans le JCEM, dans le même numéro, il y avait un éditorial de Richard Sharp qui commentait cet article et qui faisait remarquer que aujourd'hui aux États-Unis, à peu près 30% de l'alimentation qu'on donne aux bébés à cet âge-là, dans les biberons, sont à base de lait de soja. Et donc, on donne aux garçons un lait qui contient des phytoestrogènes en quantité plus ou moins importante, et que peut-être que là, il y a un risque d'entraîner une inhibition de stimulation testiculaire par les gonadotrophines, et que peut-être il y a un problème. Alors, ce n'était que des questions, mais moi, ce que je retiens comme message, c'est que on a dans cette période postnatale immédiate. D'ailleurs, il y a d'autres travaux qui montrent aussi qu'il y a un pic de testostérone dans les heures qui suivent la naissance. Ça, bon, mais c'est plus compliqué. On a dans cette période postnatale précoce des événements testiculaires dont on ne connaît pas très très bien ni les mécanismes régulateurs ni les conséquences, mais sur lesquels peut-être il faut être attentif. Moi, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Alors, moi, je vais te retourner la question. Est-ce que tu as des connaissances, toi, de collègues endocrinologues qui traitent les hypogonadismes à cet âge-là? Une équipe hollandaise qui a fait ça dans des hypogonadismes hypogonadotropes, qui rapporte une série de 20 ou 25 garçons traités par un priming de FSH. Le problème, c'est qu'il montre après que ça marche pas mal, qu'il y a une spermatogénèse, mais il n'y a aucun élément pour dire que c'est mieux par rapport à l'attitude classique qui consiste dans cette période à donner des androgènes pour viriliser et à attendre le désir de paternité à l'âge adulte pour faire une séquence HMG-HCG. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ce que tu racontes et ce que tu montres là sur ces cellules de Sertoli et sur ces deux périodes importantes donnerait envie de faire effectivement ce type de traitement qui n'a d'ailleurs ne présente aucun danger, a priori, qui est simplement un peu plus contraignant que donner une injection par mois d'androgène. Voilà. Juste un mot, le pic que tu décris juste après la naissance des gonadotrophines, c'est parce qu'il n'y a plus l'inhibition par les oestrogènes circulants maternels. Une autre question. Dominique. Oui. Désolé, c'est une question aux mêmes orateurs, mais c'est le hasard. Une question à Virginie. Quand vous nous avez dit que, en termes de ratio Sertoli germinal, on était une cellule de Sertoli pour 10 à 30 germinales. Non, c'était l'inverse, parce que sur le moment, ça m'a perturbé, ça. Non, c'est une germinale pour 10 à 30 Sertoli. Une germinale pour 10 à 30. Donc ça, c'est le constat de départ sur le testicule fœtal, parce que dans l'adulte, ça va être rigoureusement complètement modifié. C'est ce qu'on trouve au niveau du testicule fœtal. Bon, d'accord. Donc on part avec un contingent de cellules de Sertoli qui est extrêmement important, même si on n'a pas encore poussé la phase de prolifération. Oui. La phase de prolifération pour les Sertoli, nous on l'estime il y a à peu près 3% des cellules de Sertoli qui prolifèrent. Donc c'est faible par rapport aux cellules germinales, parce que les cellules germinales c'est 25 à 30%. Ceci dit, on a quand même un rapport qui est beaucoup plus important pour les Sertoli que pour les... Alors justement, sachant que l'établissement à l'âge adulte d'un ratio décisif
entre le nombre de cellules de Sertoli et le nombre de cellules germinales, qui est évidemment à ce moment-là tout à fait inversé compte tenu des millions de cellules germinales qu'on trouve. Est-ce que vous avez la notion que ce ratio de départ a une valeur différente selon l'espèce? Puisqu'il a bien été établi, c'est les travaux de Marie-Thérèse Schrodrovier, de plein de gens comme ça, que ce ratio est relativement spécifique de chaque espèce et qu'on ne trouve pas, par exemple, chez les mammifères domestiques, le même ratio qu'on trouve chez l'humain, par exemple. Donc, ce ratio de départ, est-ce qu'il est différent entre le modèle que vous avez du testicule fœtal de rat et de testicule fœtal humain? Alors non, justement, c'est un peu particulier. Pour le rat, on a en moyenne, c'est de l'ordre de 25 cellules de Sertoli pour une cellule germinale. Donc c'est à peu près des valeurs comparables à ce qu'on a chez l'humain. D'accord. Et la deuxième question, c'était pour Pierre. Ça va un peu dans le même sens que la question de Patrick, mais sachant que l'espèce humaine a quand même cette caractéristique d'avoir une deuxième phase de prolifération, est-ce qu'il y a des éléments dans la littérature qui ont essayé d'établir finalement quels étaient les éléments moteurs de cette deuxième phase de prolifération? Quels sont les éléments qui jouent un rôle déterminant? On peut penser, comme l'a suggéré Patrick, le rôle que pourrait exercer l'administration d'hormones gonadotropes. On pourrait aussi, mais c'est pure spéculation de ma part, penser à une modulation des hormones thyroïdiennes compte tenu du rôle que peuvent avoir les hormones thyroïdiennes dans le contrôle de la prolifération de cellules de Sertoli à certaines phases. Mais est-ce qu'on a d'abord la notion de ce que sont les candidats de ce contrôle de la prolifération dans cette phase prépubertaire? Il y a des données là-dessus? Bon, alors, pour le rôle des hormones thyroïdiennes, je ne crois pas qu'on ait des données dans l'espèce humaine. On en a chez le rat, je crois, mais pas dans l'espèce humaine, autant que je sache. Et, bon, je ne connais pas très bien la littérature. Maintenant, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la prolifération sertolienne reprend en fin de phase infantile, d'après ce que j'ai lu, ça correspondrait en fait à une désinhibition du générateur hypothalamique qui envoie des pulses générales sur l'hypophyse. Et donc, en fait, il y aurait une inhibition pendant toute cette période de quiescence qui serait levée. Alors, pourquoi et comment, je ne sais pas, qui serait levée et qui initierait la sécrétion des gonadotrophines qui induirait la prolifération sertolienne. Bon, c'est tout ce que je peux dire, ce que j'ai lu. Encore la place pour une question, parce que je crois qu'après, il faut qu'on libère à 45. Est-ce qu'il y a une autre question? J'aurais une question. Oui. J'aurais une question pour Charles Pinoy concernant l'identification de vos protéines par protéomique caractérisant les différentes catégories de cellules germinales. Vous montrez, après avoir identifié certaines protéines, en fait, en immunocytochimie, un marquage général des spermatogonies. Et ça marque tous les types de spermatogonies ou un type préférentiel. Est-ce que certaines marquent uniquement les spermatogonies souches ou on a le même effet que tous les marqueurs que l'on a actuellement, dont on sait qu'on a un marquage extrêmement hétérogène, variable, en fonction des catégories de spermatogonies? Oui, alors là, c'est pas facile de répondre. Est-ce qu'on est très spécifique ou pas? On a quelques exemples de protéines où finalement, dans des coupes d'immuno classiques, on est déjà capable de faire la différence entre une gonie A et une gonie B. C'est déjà pas simple. Okay, donc de là à parler de vraies gonies souches ou des choses un petit peu plus précises, on n'y arrive pas. En immuno classique, c'est même pas la peine. On a par contre montré que certaines protéines sont plus spécifiquement exprimées dans les gonies A ou dans les gonies B. C'est tout ce qu'on sait faire. Donc a priori, pour répondre plus précisément à la question, il faudrait passer en microscopie électronique, où là on sait vraiment différencier les différents stades de développement de l'agonie, et puis refaire les manips avec les mêmes anticorps. Donc ça, bon, c'est un petit peu lourd. Je veux dire, là, on est parti pour 10 ans, quoi. Okay.